Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République prend part au sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Plusieurs chefs d'État prennent part à ces assises axées sur la lutte contre la corruption. La construction des barrages hydroélectriques de Kogwedou et Frankonedou, c'est bientôt. Les études d'exécution ont été validées. Les travaux seront réalisés en BOT par deux entreprises guinéennes et marocaines. Les ballets africains véhiculent encore la vivacité de la culture guinéenne. Née dans les années de l'indépendance, la troupe fête ses 70 ans. Bonsoir à tous, merci de choisir la télévision nationale pour vous informer. Le chef de l'État est depuis ce matin à Nouakchott pour le sommet de l'Union africaine. Proche Alpha Condé a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue mauritanien, Sanassi Keita. Pour le 31e sommet de l'Union africaine, le président de la République arrive à Nouakchott, en Mauritanie. Pendant 2 jours, les chefs d'État africains vont se pencher sur plusieurs questions qui minent le continent, notamment la lutte contre la corruption et le terrorisme. Au salon d'honneur de cet aéroport, le président Alpha Condé et Mohamed Ould Abdelaziz ont longuement discuté de toutes ces questions dans le but de trouver des solutions concrètes pour le développement du continent. Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable vers la transformation de l'Afrique, est le thème débattu par les chefs d'État du continent à ce 31e sommet de l'Union africaine. Les travaux durent 2 jours. Sanassi Keita nous en dit plus. La lutte contre la corruption, c'est le thème central de ce 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a ouvert ses portes ce dimanche 1er juillet 2018 à Nouakchott, la capitale de la République islamique de Mauritanie. Plus de 40 chefs d'État et de gouvernement rehaussent de leur présence ces assises de Nouakchott. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons déclaré l'année 2018, année de lutte contre la corruption. Les méfaits de ces fléaux sont connus, identifiés et se traduisent par la perte de ressources au montant astronomique. Tous ces chefs d'État et de gouvernement entendent se donner les moyens nécessaires pour gagner ce pari de lutte contre la corruption en Afrique. La célébration du 11 juillet de chaque année comme journée de lutte contre la corruption devrait permettre d'impliquer tous les segments de notre population dans ce combat. Le rôle des vigiles de l'action publique et de la probité de ceux qui en ont la charge est irremplaçable. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que le sommet de Nouakchott imprimera une nouvelle impulsion à la belle et prometteuse aventure du panafricanisme. Ce faisant, nous poserons un jalon important pour la célébration l'année prochaine du centenaire du premier congrès panafricain qui eut lieu à Paris en février 1919. Des questions comme l'accord sur la zone de libre-échange, le protocole sur la libre circulation des personnes, des droits de résidence et le droit d'établissement ont été longuement soulevés. Plusieurs pays du continent ont déjà déposé leurs instruments de ratification de l'accord sur la zone de libre-échange. Un exemple à suivre pour les autres États membres de cette organisation panafricaine. En Guinée, l'exécutif est déterminé à éradiquer le virus de la corruption. Le discours de politique générale du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana à l'hémicycle réaffirme l'engagement du président de la République à mettre la lutte contre la corruption au centre de l'action gouvernementale. Aboubakar Kamara. Ma politique sera d'une tolérance zéro contre la corruption. Cela, c'est mon engagement vis-à-vis du président de la République. Cela, c'est l'engagement du président de la République vis-à-vis du peuple de Guinée. À tous ceux qui en doutaient encore,
Le Premier ministre vient d'adresser un message qui dissipe les nuages sur sa détermination à restaurer les pratiques de bonne gouvernance. Pour les adeptes de l'argent facile dans l'administration, la messe est dite. La guerre est bien ouverte contre les fossoyeurs de nos deniers publics. L'engagement est ferme et solennel. Devant les représentants du peuple et pour la première fois, le chef du gouvernement, au nom de tout l'appareil exécutif, se montre rassurant sur la prise de conscience et la volonté d'agir contre un mal pernicieux, longtemps décrié, mais tenace. Aujourd'hui plus qu'hier, le programme de la lutte contre la corruption semble bien avoir atteint son point de non-retour. L'enjeu est de pouvoir mettre dans un même panier tous les œufs engagés au nom de l'État pour une distribution efficiente de la richesse. Il est évident que les réformes et politiques de développement du président de la République dopent la croissance nationale. Des réalisations sont en cours, mais il y en aurait encore plus et davantage si certains commis ne se livraient pas et de façon ostentatoire à une course effrénée à l'acquisition de propriétés et de confort démesurés dans une nation où les indicateurs sociaux de développement à la base sont à améliorer. Depuis le décret de révocation de 2 directeurs généraux pour malversation financière, le silence lourd des inspecteurs d'État et autres contrôleurs financiers sur la suite de l'action publique commençait à laisser place au scepticisme. Peut-être qu'il s'agissait de stratégies ou de questions de procédures administratives et judiciaires à régler avant que l'opération ne s'emballe. La mise au point de Dr Kassori Fofana sur les intentions du gouvernement dans la lutte contre la corruption lors de son brillant discours de politique générale relance l'attention de la majorité silencieuse et trouble à nouveau les sommeils des grands prédateurs de la République. La bataille sera rude, mais le peuple veut qu'elle soit engagée et gagnée avec le professeur Alpha Condé. Au chef du gouvernement d'accélérer le mouvement du rouleau compresseur pour stopper les hémorragies financières choquantes et investir dans les centres de santé, les écoles, les infrastructures routières ou l'agriculture. La grosse attente de nos laborieuses populations, c'est justement à ce niveau, bien assaisonner la marmite de chaque citoyen grâce à une redistribution juste et équitable de la richesse nationale. Bientôt, la construction des barrages hydroélectriques de Kogbedou et Frankonedou. Les études d'exécution sont validées. Les travaux seront réalisés en BOT par 2 entreprises guinéennes et marocaines. Nabi Kamara, Lancé Koulibaly. La construction des barrages hydroélectriques de Kogbedou et de Frankonedou se précise. Les études d'exécution ont été présentées cette semaine aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce complexe qui doit se réaliser dans le cadre du BOT par 2 groupes internationaux maroco-guinéens. Les études sont aujourd'hui pratiquement ficelées. D'autres opérations telles que l'approbation par la Chambre des représentants est en cours. Le closing financier est en cours d'achèvement et les travaux préparatoires ont déjà démarré sur le site, sur financement propre du groupement, sans attendre que le financement international soit figé. Et les travaux effectifs en grande masse démarreront dans à peu près 6 à 8 mois. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour rendre bancable ce projet. Aujourd'hui, nous avons atteint une phase décisive et il reste à faire valider ça par l'Assemblée. À partir de ce moment, nous pourrons boucler le financement. Nous avons l'accord de principe et nous avons l'accord de la BID. Le complexe hydroélectrique Kogbedou-Frankonedou est situé en Haute-Guinée, dans la vallée du fleuve Milo, à 70 km en amont de la ville de Kankan. L'ensemble des 2 sites a un potentiel théorique de l'ordre de 100 MW installés, fournissant un productible de 480 GWh par an. Il est important de rappeler que Kogbedou est en aval de Frankonedou, sur le fleuve Milo, qui est un affluent important du fleuve Niger. Alors, en construisant Kogbedou, le productible était réduit à 44 MW. Mais Kogbedou pouvait être en difficulté comme on le connaît aujourd'hui avec Kaleta qui a besoin d'être bonifié à partir de son actif.
Donc c'est pourquoi nous avons eu l'initiative de faire ces deux barrages en même temps. Pour l'aménagement du barrage hydroélectrique Kogbedu-Franconedou, le plan d'action de réinstallation et de compensation intéresse 14 villages, 799 ménages et 5202 personnes affectées par le projet. La Guinée et ses partenaires s'activent dans la gestion judicieuse des produits chimiques dans un projet dénommé Système général harmonisé. À Conakry, les parties prenantes du projet échangent sur comment identifier, étiqueter et classifier ces produits chimiques. L'objectif est de réduire les risques liés à leur manipulation afin de protéger la santé humaine et environnementale. Ousmane Ba nous fait le point. Comment minimiser les effets néfastes des produits chimiques sur la santé humaine et environnementale? La problématique réunit toutes les parties prenantes autour d'un projet dénommé Système général harmonisé, SGH. Durant ces 2 jours de rencontre, les parties prenantes auront une vue d'ensemble sur le système général harmonisé et les avantages de l'harmonisation, de l'étiquetage et des classifications des produits chimiques. L'utilisation des produits chimiques touche plusieurs domaines d'activité. L'appropriation du contenu de ce projet permettra par exemple de cerner la dangerosité de certains produits à usage courant. L'exploitation artisanale de l'or, là on utilise et le mercure, le cyanure et les acides. Les femmes manipulent ça à volonté et après c'est des problèmes et on accuse souvent même que c'est légal, mais c'est les produits chimiques. Ensuite, la teinture. Nos mamans et sœurs sont pleins dedans. Si tu prends l'axe Conakry Kindia, c'est autre chose. Ces produits sont très dangereux. Après la saponification, ce secteur est développé et on est même en discussion avec la promotion féminine et l'enfance pour voir comment encadrer tout ça et appuyer ces femmes-là du côté des partenaires au point de vue formation et puis renforcement en équipement technique. La mise en œuvre du système général harmonisé en Guinée permettra aussi de définir un cadre stratégique de gestion internationale des produits chimiques, ce conformément aux conventions de Bâle, de Stockholm et de Bamako, des conventions qui interdisent la prolifération et l'utilisation incontrôlée de ces produits. Et puis cette brève réajustement du prix du carburant à la pompe. Depuis ce matin, le litre des produits à la pompe est vendu à 10 000 francs guinéens contre 8 000 précédemment. C'est un arrêté conjoint qui rend cette mesure applicable. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. À Bela, le centre de formation professionnelle vient de bénéficier des équipements modernes d'apprentissage. L'œuvre est de l'Agence française de développement à travers le projet d'amélioration de la formation et l'insertion dans le secteur agricole et minier. Moussa Komara. Un an après son ouverture, le centre de formation professionnelle de Beila bénéficie de nouveaux outils didactiques et techniques. Il s'agit des équipements individuels et collectifs pour les étudiants des filières plomberie, sanitaire et maçonnerie. C'est une contribution de l'Agence française de développement à travers le projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans les secteurs de l'agriculture et des mines, PAFISAM. La facture s'élève à plus de 2 milliards de francs guinéens. Cet accompagnement de l'AFD est l'expression de la préoccupation de l'AFD pour le développement du secteur de la formation professionnelle en Guinée et aussi pour le développement de l'emploi et lutter contre le sous-emploi, le chômage et permettre aussi aux jeunes sortants diplômés de ces centres-là d'être en capacité de se prendre en charge et donc de contribuer à la vie économique du pays. C'est extraordinaire. Ça dépasse même l'entendement des citoyens. Le message alors, c'est de valoriser ce que le gouvernement du professeur Alpha Condé nous a rendu. L'objectif pour les initiateurs est d'améliorer l'employabilité des jeunes et femmes de la localité. Une vision qui rime avec celle du gouvernement qui entend faire de l'enseignement technique professionnel le détonateur du développement. C'est une fierté pour moi parce que ce matériel va largement contribuer à la bonne formation de nos jeunes cadres qui sortiront demain sur le marché de l'emploi.
Et vous n'êtes pas sans savoir que la formation technique est le levier du développement économique d'un pays. Dans cette école, les enseignements sont dispensés seulement dans 2 filières, la plomberie sanitaire et la maçonnerie. L'Agence française de développement à travers ce projet PAFISAM nourrit l'ambition de l'équiper progressivement. Une école née d'un accord tripartite entre la société Simfer, Rio Tinto et l'État guinéen en 2011. En matière d'infrastructure, il est envisagé dans le cadre du projet la réalisation des travaux ci-après. La construction de 3 logements de fonction du personnel de la direction, la construction d'un dortoir, la construction d'une salle polyvalente, la réhabilitation d'un hangar existant pour servir de cantine pour la restauration des apprenants. Le CFP de Beila a 10 ateliers et un bloc administratif composé des salles de cours théoriques. Pour la rentrée scolaire 2018-2019, 2 nouvelles filières seront ouvertes dans cette école, l'électricité, bâtiment et fabrication ensemble métallique. Et puis, pour desservir l'archipel des îles de Los, le président de la République a mis à la disposition des populations insulaires un bateau de grande capacité. Pour un accostage sécurisé de ce navire, des travaux de réfection du quai sont engagés par la société navale guinéenne. Une maintenance dont l'objectif est de perpétuer la desserte pour stopper les naufrages provoqués par les embarcations de fortune. Fodé Camara nous signe ce reportage. Sur l'île de Kassa, les vestiges de la compagnie coloniale des bauxites du Midi sont partout, à l'image de ce quai minéralier construit en 1952. Un quai vieux de 66 ans, dont les travaux de démolition sont enclenchés par la société navale guinéenne. Autre chantier ouvert, la réfection de l'actuel quai construit en 2012. Une réfection dont les travaux vont bon train pour faciliter l'accostage du bateau des îles de Los. Il était nécessaire de procéder à ces travaux pour sécuriser l'investissement, pour sécuriser les passagers et l'ouvrage qui assure le transport maritime. Donc les travaux continuent, le niveau d'avancement est satisfaisant, l'entreprise est en train de travailler conformément au contrat et au cahier des charges. D'ici un mois ou moins, la desserte sur Kassa peut se poursuivre dans des conditions vraiment satisfaisantes et sécurisées. Nous sommes venus trouver que le travail a été fait comme nous le voulons et c'est un bon quai. La société a très bien travaillé, nous sommes satisfaits. Après le drame de 2012 qui avait fait une 50aine de victimes, le président de la République a mis à la disposition des populations de l'archipel des îles de Los ce bateau moderne au long cours de 275 places assises. Ce bateau fait 3 fois la croisière Conakry-Kassa au tarif raisonnable de 2500 francs guinéens par voyage. Au-delà de ce bateau moderne, autre action contre les naufrages, 35 000 gilets de sauvetage ont été distribués pour faciliter la navigation maritime et fluviale sur le littoral et l'intérieur du pays. Une disposition accompagnée par un système d'alerte précoce bien symbolisé par un drapeau tricolore. Quand on hisse le drapeau au niveau d'un débarcadère, ça veut dire que le temps est très mauvais. La sortie de toute embarcation, elle est interdite. Quand le drapeau il est jaune, ça veut dire que les embarcations peuvent sortir, mais avec beaucoup de prudence. Et si le drapeau il est vert, ça veut dire que le temps est bon. Les embarcations ils peuvent prendre la mer, ça veut dire que le temps il est bon. Sous le gîte des autorités du ministère des Transports, les journées nationales de sensibilisation se préparent activement. Là-dessus, les directeurs préfectoraux communaux de l'agence de navigation maritime se concertent sur les dispositions à observer scrupuleusement, à savoir le port obligatoire des gilets de sauvetage, l'interdiction du transport mixte et de la navigation nocturne, avec pour point d'orgue le lancement très imminent de la nouvelle distribution des gilets de sauvetage.
Parlons de la reproduction des poissons. Pour une exploitation durable, la Guinée observe à partir de ce dimanche 1er juillet un repos biologique. Les eaux maritimes du pays seront durant cette période d'arrêt momentané de 2 mois exemptées de toute opération de pêche. Il faut noter que l'objectif de cette mesure est de permettre la reconstitution des ressources halieutiques du pays. Ansoumani Toumani Kamara. Pour la 5e année consécutive, la Guinée observe un repos biologique dans ses eaux maritimes. Un arrêté du ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime suspend donc pour 2 mois toute activité des pêches industrielles et semi-industrielles. La période de fermeture s'étend du 1er juillet 2018 à 0h TU au 31 août 2018 à 0h TU. Il reste entendu que cette disposition ne s'applique pas aux activités de pêche artisanale. Cette période de fermeture momentanée des activités de pêche industrielle correspond au moment propice de reproduction des principales espèces de poissons. Pour gagner ce pari de reconstitution des ressources halieutiques du pays, le département des pêches met en place des dispositions sécuritaires sur les 56 000 km² des eaux maritimes guinéennes. Pendant cette période, la surveillance sera renforcée à travers la synergie de toutes les structures de contrôle et de surveillance de l'État par la mutualisation de leurs moyens et équipements. Ainsi, tout navire réfractaire s'expose à la rigueur de la loi. La mesure est un volet des dispositions du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries en Guinée. Pour éviter la pénurie de poissons sur le marché, certains acteurs rassurent. On a aussi pris des dispositions dès janvier de stocker pour le repos biologique. On a déjà stocké et il n'y a pas de souci pour le repos biologique. Ainsi, pendant les mois de juillet et août, la pêche artisanale et les stocks des sociétés de pêche industrielle approvisionneront les marchés guinéens en produits halieutiques. Des approvisionnements fortement tributaires de la consistance de ces stocks et de la générosité des eaux de mer souvent agitées en saison des pluies. Ce n'est pas seulement la pêche qui est confrontée aux aléas des changements climatiques. La coupe du bois et les feux de brousse exercent une influence sur notre environnement. C'est la raison du retard de la saison pluvieuse à Kindia. Les paysans s'en plaignent et appellent au lancement d'une campagne de reboisement. Un appel entendu du côté de l'université de Kindia. Les autorités de cette institution d'enseignement supérieur viennent de lancer une campagne de reboisement avec pour slogan « Un étudiant, un arbre ». Des précisions avec Isidore Gonana Nanamo de Tunkarata. Kindia, la capitale des agrumes, est aujourd'hui menacée par la rareté des pluies et la chaleur suffocante. Feux de brousse et coupes abusives du bois sont fréquents dans la contrée. La nature se dégrade. Les plantations d'ananas, de bananes, voire les travaux champêtres ressentent les impacts du dérèglement. Ce couple de paysans a accusé cette année du retard dans la culture du maïs et des légumes. Depuis quelque temps, la pluie se fait rare. Nous apprenons que cela est dû à la coupe de bois et au feu de brousse. Donc, il faut mettre fin à ces pratiques nuisibles. Tout comme le coupe souvent, la famille Camara formule les mêmes plaintes. Cette année, le champ de manioc n'a pas donné les résultats attendus. La récolte a été bien maigre. Aujourd'hui, la sauvegarde de l'environnement est devenue une préoccupation pour ces agriculteurs. Cette année, le manque de pluie a considérablement réduit nos récoltes. Et pour remédier à cela, je pense qu'il faut compenser la coupe du bois par des actions de reboisement. Loin des champs, l'appel des familles Camara et Souma trouve un écho favorable au centre universitaire de Kindia sur l'ancien site de la recherche agronomique appliquée. Une opération de reboisement de plus de 1500 plants est lancée.
les autorités sensibilisent les étudiants à la protection de l'environnement. La zone n'est pas épargnée des effets du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique est le résultat du déboisement. Et la raison pour laquelle nous avons pensé que notre contribution dans notre zone d'implantation, c'est de procéder à une vaste opération de reboisement et notre façon de lutter contre le réchauffement climatique, donc la désertification. Il faut réellement mettre en tête que Kindia, c'est pour nous. Donc la coupe abusive des bois a trop de conséquences. Donc tant on coupe, si on ne reboise pas, les conséquences vont toujours se percuter à long terme. Au dit des scientifiques, chaque année, le désert avance de 5 km et l'environnement est sévèrement menacé. Comme les familles Souma et Camara, l'université de Kindia croit dur comme fer que s'il est difficile d'interdire la coupe sauvage du bois et les feux de brousse, il est bien possible d'investir dans le reboisement. Dans son programme d'investissement social, le groupe MTN lance ses 21 jours de Yellow Care. Le programme consiste aux employés de différents pays d'accueil de réaliser des actions à caractère social dans le domaine de l'éducation. C'est un public reportage signé Algasumba. Ils sont nombreux, élèves et étudiants, à prendre part au lancement des 21 jours de Yellow Care du groupe MTN. Cette année, l'accent est mis sur l'autonomisation de la jeunesse à travers le digital. Le digital est en train d'entrer, encore une fois, dans nos pratiques, dans notre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il faut? La jeunesse étant accrochée à ce digital, nous trouvons à travers le digital aujourd'hui un créneau essentiel et important à travers lequel on peut amener la jeunesse à se rendre beaucoup plus autonome. De par la lecture, n'oublions pas que nous sortons de Conakry, capitale mondiale du livre. Aujourd'hui, la priorité nationale dans le cadre de l'éducation reste la lecture. Et donc, nous voulons à travers le digital amener justement la jeunesse à aller beaucoup plus vers la lecture, à aller beaucoup plus vers la formation, à aller beaucoup plus vers la qualification. Chaque année, depuis 12 ans, ces employés du groupe MTN réalisent des actions à caractère social. Des actions axées souvent sur l'éducation, notamment la promotion de la lecture auprès des jeunes. Puisque l'éducation guinéenne est singulière, ils se sont engagés à vraiment soutenir l'éducation guinéenne. Comme nous le disons souvent, la lecture est la nourriture de l'esprit. Donc il faudrait que chacun se donne à la lecture, corps et âme, pour que nous évoluions dans nos différentes écoles, dans nos différentes universités et dans la vie courante. Initié à l'échelle internationale du groupe MTN, les 21 jours de Yellow Care affichent un calendrier bien fourni. En ligne de mire, des ateliers de formation de la jeunesse sur l'utilisation du digital et des journées d'assainissement dans les écoles. À la page culture, il vous souviendra que les légendaires ballets africains de Guinée ont affirmé leur identité culturelle à la veille des indépendances. Aujourd'hui, les ballets africains ont 70 ans d'existence. En dépit des changements d'époque, la troupe devient plus manifeste sur le plan national et international. Makame Donzo fait revivre les nostalgiques d'une époque à une autre. À sa naissance à Paris en 1948, cette troupe s'appelait Ensemble Fodeba Fasseli Mouagé. Mais un an après, elle devient Théâtre africain de Keita Fodeba avant de prendre le label des ballets africains de Keita Fodeba en 1950. Un premier spectacle est présenté dans un théâtre sur les Champs-Élysées dès novembre 1952. Depuis l'indépendance en 1958, la troupe est portée étendard de la culture et de l'art africain à travers le monde sous le célèbre nom des ballets africains de la République de Guinée. 34 ans durant, les ballets africains ont volé de succès en triomphe en collectionnant une vingtaine de médailles. Nous étions les gens, la troupe, les devises qu'on apportait venaient dans les caisses guinéennes. Aujourd'hui, nous sommes restés 10 ans sans faire une grande tournée. Au temps de la Révolution, on faisait 2 ans sans rentrer au Guinée. Maintenant, actuellement, nous sommes cloués sur place. Pourquoi?
Parce que les balais étaient, au temps de la Révolution, étaient curieux de voir, les gens étaient curieux de voir les balais africains à cause de notre art. Mais maintenant, ça ne va pas. Ça dit, il y a beaucoup de troupes à l'extérieur qui sont en train de vilipender l'art guinéen. Or, le vrai se trouve ici. Avec ses danseurs, musiciens, chorégraphes et hommes de théâtre, les ballets africains sont les premiers au monde à offrir l'expression traditionnelle des valeurs culturelles, morales et intellectuelles de la société africaine. Les chefs d'œuvre de cette troupe sont nombreux. On a eu du succès partout où nous sommes passés. On partait dans les pays où il n'y avait même pas de noirs. Les ballets ont vendu la culture africaine. On a été la première troupe dans le monde à faire des tournées internationales. C'était une fierté. Pour perpétuer la légende, les ballets africains procèdent progressivement à un renouvellement de génération. Mais les temps ont changé, tout comme les conditions de création et de prestation. Souvent, je joue dans les dundumba et les cérémonies, les percussions. Donc les doyens, c'est là-bas qu'on m'a vu. Ils ont fait un appel pour moi de venir de les assister. Donc moi aussi j'ai accepté de venir parce que j'aime leur travail. Aujourd'hui, je vais rester au ballet. Mais s'il n'y a pas de tournée, il n'y a pas de bon manager, il n'y a rien. Donc on souffre ici. Donc si je vois quelqu'un qui vient me prendre en Europe, je vais partir. En 70 ans, les ballets africains ont connu 10 directeurs artistiques. Quelques doyens demeurent encore pour transmettre la flamme à travers les âges. C'est la fin d'une mission religieuse et diplomatique pour le représentant du pape François en Guinée. La messe de revoir a été célébrée ce dimanche à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Au cours de la cérémonie, un vibrant hommage a été rendu à l'ambassadeur du Vatican, Bernard Tanguino. C'est la dernière messe qu'il célèbre avec l'Assemblée chrétienne de Guinée. Au terme de 5 ans de mission diplomatique et religieuse, le nonce apostolique s'apprête à quitter le pays. Au cours de cette prière de revoir, Monseigneur Santo Rocco Gangemi reçoit l'expression de la gratitude de toute l'Église de Guinée. En rendant grâce à Dieu pour le précieux don qu'il nous a fait, nous voulons aussi vous dire un sincère et vibrant merci. Sans chercher à dresser ici un bilan, j'affirme avec une profonde conviction que nous avons été ravis de travailler en votre compagnie pour servir l'Église qui est en Guinée. Au-delà de sa mission religieuse, Monseigneur Santo Rocco vient d'accomplir un rôle diplomatique à son titre d'ambassadeur du Vatican en Guinée. Par la voix du président de l'Assemblée nationale, l'État guinéen lui rend hommage. Je dois dire que durant son séjour ici, le nonce a rendu d'immenses services à l'Église, mais aussi à l'État guinéen. Et au nom de l'État, je voudrais l'en remercier. En prenant congé du clergé et du corps diplomatique accrédité en Guinée, le représentant du pape adresse un message d'exhortation à l'Église pour la poursuite de la mission d'évangélisation. Je voudrais répéter ce que j'ai dit en plusieurs autres occasions. Aimez votre terre. Aimez-la comme une mère. Aux prêtres, aux religieux et religieuses, je dirais aussi la même chose. Aimez votre église locale. Aimez-la vous aussi comme une mère. Puisse l'Église catholique en Guinée être toujours un des poumons spirituels de la société et devenir chaque jour davantage une bénédiction pour la Guinée tout entière. Cette messe de revoir a mobilisé de nombreux fidèles chrétiens venus partager ces derniers moments avec l'émissaire du Saint-Père. Monseigneur Santo Rocco Gangemi s'en va pour une autre mission diplomatique et religieuse au Salvador, en Amérique centrale.
La RTG en deuil, la mort vient de frapper une fois encore notre corporation. Eladja Mamadou Dia, dit Koto Dia pour les intimes, vient de tirer sa révérence. L'homme fut le directeur général de la RTG Colomon de 2010 à 2013. Koto Dia est décédé par suite de maladie. Yaya Sila. Eladja Mamadou Dia, dit Koto Dia, n'est plus. L'enfant de Terno Djibiya, dans la préfecture de Kindia, a tiré sa révérence ce dimanche 1er juillet 2018 à l'hôpital sino-guinéen. Une icône de la presse guinéenne, Koto Dia, pour ses intimes, est parmi la génération de la voix de la révolution. Koto Dia, c'est d'abord une grande voix, l'une des meilleures voix de la radio-télévision guinéenne. Je crois que vous l'avez écouté dans le journal Parler de la radio, mais aussi c'est un formateur en diction. Nous, c'est un maître que nous perdons. C'est quelqu'un de très respectable et très jovial. Moi, je l'appelais l'allemand de l'équipe. Parce que dès que vous le rencontrez, c'est les chahuts directement. Il nous prenait comme ses enfants, comme ses élèves. Et c'est une grande perte pour la Guinée. Tout le monde l'appelait Koto Dia parce qu'il était grand de par son comportement, grand de par son caractère, dont les traits les plus saillants étaient la fidélité, la loyauté, fidélité à la parole donnée, loyauté dans ses relations. Mamadou Dia, dit Koto Dia, était un symbole de fidélité et d'engagement pour sa patrie. Éditeur et présentateur à la radiodiffusion nationale, Mamadou Dia était un fan de sport, notamment le football. Et mon frère est resté longuement malade. Mais je vais vous dire une chose. Je profite de ce micro qui m'est tendu pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement qui, depuis sa maladie, l'ont envoyé 2 fois au Maroc pour des soins. Et après, il vient de passer 3 mois d'hospitalisation à l'hôpital sino-guinéen. Il faut rappeler que le défunt Eladja Mamadou Dia a été correspondant permanent de la radio allemande Deutsche Welle, directeur de la RKS Radio Kaloum Stéréo, directeur général de la RTG Coloma du mois de mars 2010 au mois de janvier 2013. Que Dieu lui accorde le repos éternel. Amin. Pour être complet sur cette énorme perte qui nous frappe, vous retiendrez que les obsèques de notre regretté Mamadou Dia auront lieu ce lundi 2 juillet 2018 selon le programme ci-après. 9h, levé du corps à la morgue de l'hôpital sino-guinéen de Kipé. 10h à 12h, exposition du cercueil à la RTG Coloma pour un symposium d'hommage national de reconnaissance et de témoignage. 12h30, départ du cortège funèbre de la RTG Coloma pour la grande mosquée Faisal de Conakry. 14h, prière funéraire à la grande mosquée Faisal, suivie de l'inhumation au cimetière national de Cameroun. Les condoléances d'usage sont reçues à la Cité de l'Air chez la sœur du défunt, Madame Kamara Kadiatou Dia, directrice générale de l'aviation civile. Paix à l'âme de Koto Dia. Amin. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'information. Que la paix de Dieu soit chez vous. Bonsoir.